1940. L'armée française est écrasée par le Troisième Reich. La France vaincue est occupée par l'armée allemande qui découpe le pays en deux grandes zones. Une frontière intérieure implacable de 1200 km de long les sépare, la ligne de démarcation. Cette déchirure entre une zone libre et une zone occupée provoque l'effondrement de l'organisation et de l'économie du pays, gouverné par le maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy. Dès que Vichy veut faire passer des marchandises d'une zone à l'autre, il faut négocier avec les Allemands. Donc les Allemands font ce qu'ils veulent. Barbelés, postes de contrôle, patrouilles, zones minées. Du jour au lendemain, la vie quotidienne des Français est totalement bouleversée. C'est une véritable sidération, voilà. Un village peut être coupé en deux par cette nouvelle frontière. Si certains acceptent de se plier aux règles, d'autres, malgré la peur, vont choisir de défier la surveillance des Allemands, au péril de leur vie. Ils vont aider par tous les moyens ceux qui cherchent à fuir la zone occupée, à franchir la ligne. Prisonniers évadés, juifs, résistants. Celui qui était pris à passer les gens comme ça, alors lui, c'était direction l'Allemagne. Hein. Oui. Ah lui, tout de suite. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Oui. J'ai un copain moi, qui habitait à Chauneux, un peu plus loin, là, qui a été tué. En 4 heures du matin, il a pris une balle explosive dans le genou et il est mort sur la neige. Pendant près de 3 ans, des régions paisibles deviennent des lieux stratégiques où des habitants sans histoire vont devenir des héros de l'histoire. Si les Allemands avaient vraiment su le fin fond de l'histoire, on risquait le poteau des exécutions. Hein. Ils en ont fusillé pour moins que ça. La ligne de démarcation eut ses héros, mais aussi ses opportunistes, qui y développèrent toutes sortes de trafics. Certains vont profiter de la détresse des gens pour se faire payer très cher le passage de la ligne de démarcation. À travers l'Indre-et-Loire, le Cher et le Jura, voici le drame d'un pays coupé en deux. Grâce à des archives et des témoignages inédits, nous allons raconter l'histoire d'hommes et de femmes qui ont tout risqué pour franchir la ligne de démarcation imposée par l'occupant. Le 18 avril 1959, le général de Gaulle est en visite officielle dans le Cher. Dans son discours, il parle de la déchirure qui a marqué la France sous l'occupation. Je sais tout ce qui a été fait ici, et ça vous était d'autant plus méritoire que vous étiez ici en bordure du drame, puisque vous étiez presque sur cette blessure qui était constituée à travers notre pays par ce qu'on appelait la ligne de démarcation. C'est la première fois que la ligne de démarcation est ainsi désignée publiquement, 18 ans après son instauration. Pourtant, c'est bien une meurtrissure pour la France de 1940. Une véritable écorchure qui a coûté bien des vies. Ça fait partie des tabous. Ça fait partie des refoulements de la mémoire. Il était difficile pour les autorités nationales de célébrer ce qui avait été une cicatrice pour beaucoup de Français, ce qui était aussi la marque infamante de l'occupation pour l'État français, c'est-à-dire finalement une ligne de démarcation qui mettait dos à dos les Français. Retour en juin 1940. 9 mois après le début de la Seconde Guerre mondiale, la France capitule, foudroyée par l'offensive allemande. Le pays est à genoux, avec 60 000 morts au combat, 120 000 blessés et 1 800 000 prisonniers. Un accord d'armistice est signé le 22 juin. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Les clauses sont sévères. Parmi elles, la création d'une ligne de démarcation de 1200 km qui coupera la France en deux. Elle s'étendra du lac de Genève aux Basses-Pyrénées, sans tenir compte du découpage administratif existant. Les Allemands avaient une logique, c'était l'occupation totale du pays attaqué.
le voir avec la Pologne, par exemple, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark notamment. Donc tôt ou tard, Hitler a dans l'idée d'occuper totalement la France. Mais il a besoin de logistique, il a besoin de troupes pour se retourner contre l'Angleterre, et Hitler occupe quand même une grande partie de l'Europe. Donc il a matériellement et humainement pas de moyens, pas assez de moyens pour occuper l'ensemble de tous les pays. Hitler laisse libre la moitié sud de la France et occupe la moitié nord, où se trouvent les industries et les sources d'énergie. Il s'assure ainsi une emprise sur l'économie du pays. Le tracé de la ligne est sans cesse redessiné au cours des premières semaines. Les Allemands prenant soin de l'adapter pour en faciliter la surveillance, mais surtout pour garder en zone occupée usines, greniers à blé, mines, toutes les richesses du pays. D'un point de vue stratégique, il occupe et fortifie à l'ouest les façades maritimes pour se mettre à l'abri d'un débarquement anglais. Tout le littoral atlantique est placé en zone occupée, créant ainsi un corridor avec l'un des alliés du Reich, le dictateur espagnol Franco. Au début, la ligne de démarcation est prévue pour être provisoire. Hitler a prévu d'occuper toute la France, tôt ou tard, avant la fin de l'année 40 ou avant le début de l'année 1941. Vichy, évidemment, ne l'imagine même pas. Vichy imagine même la création d'un corridor entre la ligne de démarcation et Paris pour permettre au gouvernement installé à Vichy de circuler librement entre les deux zones. Donc évidemment qu'il y a un jeu de dupes, car les ministres du régime de Vichy, sauf deux, n'avaient pas de laissez-passer. Après le vote du 10 juillet 1940, le maréchal Pétain devient la seule autorité légale en zone libre. Une autorité sous étroite surveillance. Seuls, le chef du gouvernement Pierre Laval et l'amiral Darlan ont un laissez-passer permanent. Une brimade de plus pour le gouvernement de Vichy, dont toutes les administrations centrales sont à Paris. En tout, les 3/5 du territoire français sont occupés. Les populations du nord de la France qui ont fui devant l'avancée des troupes allemandes se retrouvent loin de chez elles. Les occupants leur réservent une mauvaise surprise. Des millions de Français, peut-être un quart de la population française, découvrent la ligne de démarcation en rentrant chez elles. Ça, c'est un premier choc. D'ailleurs, les Allemands imposent une date limite. Il faut rentrer en zone occupée lorsqu'on est réfugié jusqu'en octobre 1940. Après, il sera trop tard. La ligne de démarcation sera fermée et les passages devront être négociés. Passé ce délai, chaque passage du sud vers le nord sous domination allemande devient une véritable épreuve. La France est coupée en deux. En Indre-et-Loire, les archives conservent le journal intime de Jean Chauvin, 15 ans en 1940. Il y raconte en dessin son quotidien et sa première rencontre avec la ligne de démarcation. Mercredi 7 août, nous allons à Varennes. Il faut changer de zone. Ce n'est pas marrant avec ces rosses-là. Papa et maman obtiennent avec difficulté un laissez-passer pour 5 jours. Et moi, ceinture. On risque le coup. Le passage est sérieusement gardé. C'est moche. Par une super veine, on passe à 3 avec un laissez-passer pour 2. Ouf. Pour le retour, on se débrouillera. C'est une véritable sidération, voilà. Un village peut être coupé en deux par cette nouvelle frontière. D'un côté, on a des Allemands, de l'autre côté, on a des troupes françaises qui surveillent la ligne. Mais voilà, c'est une véritable frontière créée ex nihilo, à partir vraiment de rien du tout, en quelques semaines. Dans son carnet, Jean Chauvin écrit le dimanche 4 août. 1 mois et demi déjà qu'ils sont là. Ils ont déjà pas mal de surnoms. Vert de gris, sauterelle, épinard. Au début, on les encaissait assez bien. Maintenant, on commence à en avoir plein le dos. On ne peut pas franchir la ligne de démarcation. On souhaite que les Anglais gagnent et qu'ils nous en débarrassent. La ligne de démarcation n'est pas seulement un trait sur une carte. C'est une véritable frontière que les soldats du Reich surveillent étroitement. Elle doit être repérable pour faciliter la surveillance sur tout son tracé. Les Allemands utilisent tout ce qui représente un obstacle naturel au passage. Les cours d'eau, les lignes de crête, mais aussi les routes et les voies ferrées. Ici, en Indre-et-Loire, elle passait en plein champ. Les Allemands y avaient installé un poste solidement armé. La ligne de démarcation était symbolisée, matérialisée par
des poteaux, tous les 150 mètres, des poteaux de 1,50 m à 2 mètres de haut, des poteaux aux couleurs nazies. Il y avait le poste allemand ici, quelques autres postes allemands à l'ouest et à l'est. Et en fait, à l'endroit du passage ici, il y avait une barrière et quelques chevaux de frise de barbelés tout autour. Comme on le voit, les Allemands avaient une vue à 360 degrés. Ils voyaient très bien en zone libre et en se retournant, ils voyaient très bien en zone occupée les possibles arrivées de passagers clandestins. Cette frontière intérieure est un obstacle dramatique pour ceux qui cherchent à fuir clandestinement la zone occupée. Les gardes n'hésitent pas à tirer sur les passeurs et ceux qu'ils guident. Pour franchir la ligne officiellement, il faut disposer d'un Ausweis, un laissez-passer distribué au compte-gouttes. La procédure pour l'obtenir est interminable et totalement aléatoire. Vichy publie un véritable mode d'emploi du passage de la ligne de démarcation, mais ce sont les Allemands qui ont le vrai pouvoir. On sait que c'était compliqué d'obtenir un Ausweis. C'était ce que souhaitaient les autorités allemandes. Ils ne voulaient pas que ce soit quelque chose de facile. Il fallait obliger le gouvernement de Vichy à collaborer. Donc les Ausweis, on pouvait les obtenir parfois par corruption. Il fallait parfois payer un soldat allemand et parfois bien être dans les bons petits papiers des soldats allemands. Se risquer clandestinement de nuit est la seule solution pour ceux qui n'ont pas le fameux sésame. Très dangereux pour qui ne connaît pas l'heure des rondes des patrouilles, les zones minées. Certains agriculteurs installés presque sur la ligne vont se transformer en passeurs. Ici, nous sommes dans la ferme de la famille Marteau. Ce sont des paysans de Touraine qui donc se sont retrouvés, malgré eux, en zone occupée, sous l'occupation, dès 1940, et qui se sont retrouvés à faire passer des passagers clandestins venant à peu près de toute la France, notamment de la région parisienne, et qui voyaient arriver les passagers clandestins par ce chemin qui domine la ferme, puisque au-dessus de la ferme, c'est un plateau céréalier, et donc qui permettait finalement aux passagers clandestins d'arriver ici, à la ferme des Marteaux, demandant de l'aide à Monsieur Marteau, au papa Marteau, comme on disait, et qui donc se faisait aider par ses 3 fils pour passer des passagers clandestins vers la zone libre. Parmi ces candidats au passage, un grand nombre de soldats français évadés des fronts de Stalag, les camps de prisonniers situés en France. Roger et Raymond, 2 des frères Marteau, âgés d'une quinzaine d'années en 1940, se souviennent de la première fois qu'ils ont aidé des fugitifs à passer. C'était 3 prisonniers évadés et il était caché au bord du Cher. On a été les chercher, mais quand on est arrivé là-bas, on a dit attention, il y a des patrouilles, on ne peut pas passer. On était 3 frères et mon père. Il y en a un qui était à un endroit, un autre à un endroit, et on se faisait des signes, c'est bon, vous pouvez y aller. La première patrouille est passée sur la route, on l'avait passée. Elle a dit, en principe, il y en a encore une autre. Et la deuxième est passée, et puis là, à partir de là, on marchait devant, puis ils nous suivaient, et on les a fait, puis ils ont passé tous les 3. 3 prisonniers de guerre, évadés, évidemment. On était contents, on avait passé quelqu'un, on était contents de nous. Ça nous avait fait plaisir de passer quelqu'un, mais on avait réussi. Celui qui était pris à passer les gens comme ça, alors lui, c'était direction l'Allemagne. Hein. Il revenait. Ah lui, tout de suite. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Malgré les risques, se servant de leur ferme comme point de rendez-vous et de leur connaissance de la région, les frères Marteau vont faire passer des dizaines de fuyards. Quant aux Allemands, ils cherchent par tous les moyens à limiter les échanges entre les 2 zones. Ils s'assurent ainsi la mainmise sur le pays et son économie. Les Allemands, lorsqu'ils ont fait le tracé, ils ont tout de même fait attention, en certaines villes, à bien mettre les industries en zone occupée. Donc la zone occupée n'enverra pas vers la zone non occupée, évidemment, tous les biens manufacturiers, tous les biens métallurgiques, tout va aller vers le Troisième Reich. Donc la zone non occupée est brimée, est privée de toutes les richesses de la zone occupée. La zone occupée représente 80% du potentiel économique de la France. La fermeture de la ligne de démarcation a donc des conséquences terribles sur ce qui reste d'activité économique en zone libre.
dès que Vichy veut faire passer des marchandises d'une zone à l'autre, il faut négocier avec les Allemands. Donc les Allemands font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, un officier allemand avait comparé la ligne de démarcation aux morts que l'on met dans la bouche d'un cheval. Si la France est sympathique et permet le pillage, alors on accordera plus de liberté au passage de la ligne de démarcation. Si la France résiste aux demandes allemandes, alors la ligne de démarcation sera fermée hermétiquement. Le musée de la Résistance de Bourges conserve dans ses collections un rare témoignage de cette frontière et des exigences allemandes. Elle s'exprime jusque dans les moindres détails. Ce type de panneau était clairement posé à l'endroit précis où passait la ligne de démarcation, avec les instructions, toujours en bilingue, qui étaient données aux Français, de tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire sur cette zone frontière. Or, ici, on voit bien qu'on est sur la zone frontière, c'est la rivière Le Cher. Et qu'est-ce qui est marqué ? Est défendu formellement de passer ou de nager sur le Cher, de prendre des bains dans le Cher, de canoter sur le Cher, de pêcher sur la rive gauche du Cher, de passer des vivres et des marchandises sur la rive gauche du Cher. Toute sorte d'infraction sera punie. Donc désormais, la rivière en elle-même est devenue la zone frontière. On n'a plus le droit d'y stationner ou de se livrer aux activités qu'on faisait jusqu'ici. Au fil des mois, la ligne va s'avérer de plus en plus hermétique. Même le passage du courrier est strictement interdit d'une zone à l'autre. Les télégrammes sont censurés, les conversations téléphoniques écoutées. Les Allemands ont tracé la ligne de démarcation sans tenir compte des populations locales et du découpage administratif existant. Cela complique énormément le quotidien des Français, surtout des frontaliers qui voient leur vie chamboulée par cette délimitation arbitraire. Au début de l'instauration de la ligne de démarcation, il y a une inquiétude de beaucoup de paysans, de viticulteurs, de céréaliers, pour savoir comment travailler sereinement d'une zone à l'autre, alors que les champs sont coupés en deux, que la ferme est dans une zone, que les champs sont dans l'autre. On se retrouve avec des familles qui sont complètement coupées de part et d'autre de la ligne, c'est-à-dire que les gens se retrouvent le week-end pour discuter de part et d'autre de la barrière, mais ils n'ont pas le droit de la franchir parce qu'il faut avoir des raisons médicales très strictes parfois pour aller se rendre tout simplement à visite à ses parents, à son oncle, sa tante. Pour la vie quotidienne, domicile, travail, il faut obtenir bien sûr ces fameux laissez-passer journaliers qui permettent de franchir la ligne de démarcation, et puis pour s'approvisionner. Pour aller faire ses courses au marché du village d'à côté, ce n'est plus possible. En fait, on va surtout se retrouver avec l'explosion du trafic, du marché noir, qui va permettre tout simplement de pallier le manque d'approvisionnement d'une zone à une autre. Le marché noir permet à ceux qui ont de l'argent de se nourrir correctement en payant les vivres au double ou au triple de leur valeur légale. Ceux qui n'en ont pas les moyens sont sous-alimentés. Dans le Jura, les frontaliers viennent en aide à ceux de la zone occupée où la mortalité grimpe en flèche. Un agriculteur a fait une trouvaille au fond de son grenier, plus de 30 ans après la guerre. Un coffre rempli de lettres adressées à son père, Henri Gandel, un paysan qui ne cherchait pas à profiter de la détresse des gens. C'est du courrier que les gens venaient chez nous pendant la guerre. Là, il y en a beaucoup qui le remerciaient du travail qu'il faisait. On met en péril sa vie, quoi. Et puis... c'était surtout pour leur demander s'il y avait du ravitaillement. Et des gens de Lyon venaient chercher du ravitaillement. Alors, ils commandaient à l'avance et puis ils venaient chercher, là. En tout, plus de 150 lettres adressées à Henri Gandel, traduisant la fin d'une population soumise au rationnement du fait des exigences de l'occupant. De véritables appels au secours, mais aussi beaucoup de reconnaissance. Qu'est-ce que l'on voit à travers ces courriers? Qu'il a essentiellement nourri des petites gens, alors qu'il y avait d'autres opportunités. Il y avait une très forte demande de la part des Allemands. Ils étaient juste de l'autre côté de la ligne, ils envoyaient des émissaires pour racheter de la nourriture au prix fort. Ils avaient les moyens de payer. Et le mérite de Gandel, c'est de n'avoir pas cédé à ces sirènes. Mais il fournissait des bourgeois qui... C'était peut-être aussi un moyen pour lui d'avoir de l'argent,
Mais, à la différence de beaucoup d'autres paysans de sa condition, il fournissait les gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter au prix du marché. J'oserais presque dire qu'il perdait de l'argent, ou tout du moins qu'il n'en gagnait pas du tout. Nous, on ne peut pas se plaindre qu'on a eu faim. On ne peut pas dire, puisque mon père il tuait des bêtes, il faisait l'abattage clandestin. Des fois, quand il faisait beau, on se mettait dehors. Et puis, on mettait des assiettes, et puis tout le monde, on mettait le plat sur la table, on ne faisait pas de chichi. Et puis, les gens se servaient, alors on faisait ou des poteaux au feu, ou des trucs grossiers, comme ça, que... Puis tout le monde se servait, ils mangeaient. Ceux qui n'avaient pas les moyens de payer offraient leurs bras pour les travaux de la ferme. On allait dans les champs, on avait de la culture. Ma sœur et moi, on allait beaucoup dans les champs. Alors, ils venaient nous aider, des fois, à piocher les patates, tout, les betteraves, les maïs. Il y avait beaucoup de trocs, hein, beaucoup de marchés noirs. C'était vraiment... C'est un marché gris. Eh oui. Les départements traversés par la ligne de démarcation voient arriver en nombre les candidats au passage clandestin. Et c'est au centre de la France qu'ils sont les plus nombreux. En Indre-et-Loire, à côté de Tours, Voux, un village de 400 habitants, est emblématique de ce trafic. C'est le registre de son unique hôtel qui l'a révélé. Entre 1937 et 1940, il ne loue que 10 nuits par an à des personnes de la région. Mais entre 1940 et 1942, ce ne sont pas moins de 200 nuits qui sont réservées par des visiteurs provenant de la France entière. 20 fois plus. Voici à quoi ressemblait le poste de contrôle des soldats allemands en 1940. Il n'en reste aujourd'hui que les fondations. Un poste qui n'empêchait pas les volontaires au passage clandestin de venir y tenter leur chance, malgré les risques. On ne vient pas à Voux par hasard. Voux, ce n'est pas un axe de communication, il n'y a pas de transport ferroviaire, il n'y a pas de grande route. On fait exprès de venir à Voux pour passer la ligne de démarcation. Manifestement, il y a un réseau de passeurs clandestins, et les gens viennent séjourner à proximité de la ligne avant de passer la ligne dans un sens. Donc soit vont vers le nord, soit ils vont vers le sud. Pendant l'occupation, le moyen de transport privilégié, c'est le chemin de fer. Voux devient donc un lieu stratégique, car proche de Tours en Indre-et-Loire et de Vierzon dans le Cher. Ces deux villes sont les plus proches en train de la région parisienne. Elles voient déferler tous ceux qui cherchent à atteindre la zone libre. La ville de Vierzon est traversée par le Cher. Les Allemands ont choisi cette rivière comme frontière naturelle et le poste de douane est situé au niveau du pont. Vierzon se retrouve donc coupé en deux. Des élèves sont séparés de leur collège, des commerçants de leurs clients, des malades de leurs médecins, des ouvriers de leur usine. Un Ausweis spécial leur est délivré avec obligation de passer au niveau du poste de douane officiel. Vierzon a été reconnu au niveau de ses possibilités de passage, parce que Vierzon étant coupé en deux, les Vierzonais ont commencé à faire passer. Ce n'était pas une volonté dans un premier temps de résistance ou quoi que ce soit, mais les circonstances ont fait qu'ils habitaient le long de la ligne de démarcation, donc ils ont aidé au passage. Ça s'est su parce que les passeurs faisaient partie de réseau, et donc les candidats au passage, les clandestins, ils étaient rabattus sur Vierzon. Et à Vierzon, ils étaient dirigés vers les passeurs par le moyen d'adresse qu'on leur donnait. Adrien Fontaine, un Vierzonais particulièrement engagé, a fait partie de ces passeurs. Son fils Francis, qui était un enfant en 1940, a retrouvé les notes que son père a écrites durant toute la période de l'occupation. Voilà ce qu'il raconte. Le centre de la ville était en zone occupée, la partie sud en zone libre. S'il existait un cimetière en zone libre, il n'existait pas d'église. À partir de ce moment,
devait se jouer la comédie du passage de la ligne. Il faut savoir que le cimetière était en zone libre, alors que l'église était en zone occupée. Donc, les convois funèbres de Vierzon, il y avait une foule assez importante qui ne connaissait pas le mort, qui traversait les ponts et la ligne de démarcation pour se rendre au cimetière. Et au retour, il y avait beaucoup moins de monde. Et les Allemands s'en sont aperçus au bout d'un moment et ont exigé de l'évêché de commander au curé de la paroisse de construire une église en zone libre pour pouvoir cesser ce trafic. Les habitants rivalisent d'imagination pour franchir la ligne, prenant parfois tous les risques. En 1940, il n'y a pas de radio, il n'y a pas Internet. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Donc pour l'instant, on aide les gens. On fait passer des lettres, on fait passer des simples familles. On essaye d'aider des soldats évadés à passer en zone sud. Mais on n'a aucune notion des dangers réels. À tel point que l'on n'hésite pas à s'immortaliser en grimaçant devant les postes de contrôle lorsque les gardes ont le dos tourné. Adrien Fontaine était membre d'un réseau de renseignement. Il était aussi ingénieur municipal. Et cette position lui donnait accès à toute la ville de Vierzon, la zone libre comme la zone occupée. Il en profitait pour aider les gens à franchir la ligne. Mon père faisait passer aussi au poste officiel, devant la baraque des Allemands. Alors, les cantonniers de la ville avaient le devoir de nettoyer la partie libre de la ville en même temps que la partie occupée. Alors, ils donnaient au chef cantonnier, qui était dans la combine, la personne qui voulait passer. Le chef cantonnier lui remettait un balai et tous les deux poussaient le balai sur les ponts, puisque la baraque était au bout du pont. Ils partaient de l'autre côté à continuer, puis au bout d'une heure ou deux, enfin quand le chef cantonnier avait fini son travail, il revenait tout seul avec son balai. Et le gars avait passé tranquillement. Mon père ne m'a pas tout dit. Hein, il a fallu que je l'interroge sur certaines choses pour avoir des renseignements, mais je dirais qu'il est mort avec ses secrets. À Vierzon, Adrien Fontaine n'est pas le seul à profiter de sa situation pour aider au passage. En plein centre-ville, à quelques mètres de la douane, un réseau de passeurs opère sous les yeux des Allemands. Le Cher, frontière naturelle pour la ligne de démarcation. Il faut imaginer derrière moi une guérite avec des soldats allemands qui contrôlaient les différents passages. Et les premiers passeurs clandestins ont pu bénéficier de la pharmacie Bouillon, qui à l'époque était un café, le café Moreau du nom de ses propriétaires, où les candidats au passage pouvaient rentrer à plusieurs dans le café et ne ressortir qu'à un ou deux. L'entrée du café est en zone occupée et il y avait une sortie à l'arrière qui pouvait permettre le passage en zone libre sans passer par les douaniers allemands. Ce stratagème a fonctionné 3 mois. Le couple de cafetiers a été dénoncé et le café barricadé. Les candidats au passage ont dû trouver d'autres filières et avoir recours à des passeurs devenus de plus en plus expérimentés et très bien renseignés. C'est des gens qui ont la connaissance du terrain, la connaissance des lieux, de la topographie. Et puis surtout, ils ont pris l'habitude, en quelques mois à peine, finalement, des habitudes des contrôles allemands. Les endroits où les Allemands passent souvent, où ils aiment bien se cacher justement pour essayer de surprendre les clandestins, etc. Donc tout ça, ça se sait au niveau local. Et puis on va utiliser aussi beaucoup les enfants, les adolescents qui sont dans le secteur et qui peuvent fournir, qui observent beaucoup, et puis qui donnent beaucoup de renseignements finalement très pratiques sur la façon dont on peut organiser le passage dans certains secteurs. À l'automne 1940, les Français ne se font plus d'illusions. Les Allemands n'ont pas été battus par les Anglais. Le conflit s'enlise. La ligne de démarcation est faite pour durer. Partenaire soumis à la politique d'Hitler, le gouvernement de Vichy s'engage dès le 24 octobre 1940 vers la collaboration d'État. Elle est scellée par la fameuse poignée de main entre le maréchal et Hitler, à Montoire. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégée
le poids des souffrances de notre pays. Ainsi aurait été assouplie la ligne de démarcation et faciliter une administration et le ravitaillement du territoire. Contrairement aux promesses, les contrôles ne s'assoupliront pas. Le passage des marchandises, du courrier et des hommes va rester extrêmement compliqué sur les 1200 km de la ligne de démarcation. Les Ausweis difficiles à obtenir. L'image du maréchal soumis aux fureurs va choquer la population et renforcer le sentiment d'humiliation des Français. Les passeurs vont peu à peu se mettre au service de la résistance et prendre de plus en plus de risques. Francis Fontaine était à l'école avec Pierre Ageny. Celui-ci était en zone libre, de l'autre côté de la ligne. Mon père, comme mon grand-père, avait des réunions que je voyais un peu discrètes, pour ne pas dire secrètes, avec d'autres personnes du quartier, pour accueillir des gens qui venaient de passer. Il fallait en faire quelque chose, ces gens. Alors donc, on les hébergeait, on les faisait coucher. Et moi, j'en ai vu plusieurs fois venir à la maison, chez mes parents, dans une chambre mansardée. Et là, ils organisaient leur fuite en avant. On ne posait pas de questions, on regardait, on écoutait, etc. Et il fallait surtout rien nous dire, parce qu'on aurait pu aller répéter. Parce qu'il y avait quand même des âmes charitables dont le sport favori était de nous suspecter ou de nous dénoncer, etc. Peu à peu, la désobéissance s'organise. Des frontaliers fabriquent de faux papiers. D'autres se muent en passeurs à plein temps. Certains quittent même leur emploi pour se consacrer au seul passage de la ligne de démarcation. On pouvait effectivement se faire rémunérer pour son activité de passeur, mais en même temps être foncièrement dans une logique résistante, tout simplement parce que c'est le cas effectivement par exemple de Raymond Toupet. Il se faisait rémunérer à un prix considéré comme honnête des passages pour ceux qui le pouvaient payer, et par contre il faisait passer gratuitement pour les personnes qui étaient vraiment dans le besoin. Raymond Toupet quitte son poste d'ouvrier ajusteur pour se consacrer à l'activité de passeur. Sa réputation parvient jusque dans les stalags, en Allemagne. En Normandie, sa filière est recommandée à tous ceux qui désirent passer en zone non occupée pour rejoindre l'Angleterre par l'Espagne. Gustave Sillard est l'un d'eux. Résistant de la première heure, il veut aller à Marseille pour s'embarquer vers l'Angleterre et rejoindre De Gaulle. Il arrive à Vierzon et prend contact avec Raymond Toupet. Dans un entretien mené dans les années 2000, il a raconté comment il a réussi à passer en zone libre. Après avoir rencontré Toupet, j'étais quand même pas trop rassuré. Et je lui dis, ça va bien se passer, monsieur le passeur. Et il m'a dit, écoute, c'est pas compliqué. Hein. Cette nuit, nous serons libres tous ensemble, ou alors nous creverons tous ensemble. À la nuit venue, nous nous sommes mis en route et on a sorti une barque du fond de la rivière. Au loin, on entendait l'aboiement des chiens et on commençait à être un peu inquiets. Nous avons sauté dans la barque alors que ça se rapprochait, les aboiements, les jurons des Allemands. À un moment, ils ont tiré au hasard, mais c'était encore assez loin quand même. Et nous avons traversé et là, nous sommes arrivés en zone libre. Au moment où nous allions nous quitter, je dis « Je vous dois quelque chose, monsieur Toupet ». Et il me regarde, il me dit « Ah non, pas toi ». Il me dit « La liberté, ça ne se vend pas ». Les historiens évaluent à 2000 le nombre de personnes que Raymond Toupet a fait passer clandestinement dans sa barque. Un record. Certains d'entre eux, finalement, vont s'arrêter là parce qu'ils vont prendre justement conscience des risques qu'ils opèrent. Certains, pour beaucoup, d'ailleurs, ils vont connaître des arrestations, des peines de prison, des amendes. Mais pour d'autres, au contraire, ça va que renforcer finalement leur première forme d'engagement. C'est là où on va voir l'émergence vraiment d'un engagement conscient de résister, de braver tout simplement ce que les nazis ont voulu mettre en place sur le territoire français et de rentrer progressivement vraiment dans une résistance de manière consciente et organisée. Les filières de passeurs s'étendent peu à peu tout au long de la ligne. Surtout au centre,
dans le Cher, le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Dans ce département, profitant de son statut qui lui permet de franchir facilement les contrôles, un notable du village de Descartes prend la tête d'un réseau. Il s'appelle André Goupil. André Goupil était vétérinaire, avec une famille, avec 4 enfants. Il avait fait la guerre 14-18, il avait entre 40 et 50 ans. Il peut passer la ligne de démarcation parce qu'il a un Ausweis qui lui permet de continuer à soigner les bêtes des fermes de chaque côté de la ligne. Il va traverser la guerre en essayant d'aider ses concitoyens à traverser la ligne, à faire passer des informations du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Et progressivement, il va rentrer dans des réseaux de résistance. Ce qui intéressait les Allemands, ce sont les chefs de filière, ceux qui font passer du renseignement, ceux qui font passer des résistants. Les filières sont généralement organisées par des hommes mûrs, qui connaissent beaucoup de monde à l'échelon local, qui ont une situation sociale plutôt bien assise, qui vont se faire aider par les épouses et aussi par des domestiques. Ce sont des hommes en qui beaucoup ont confiance. Donc ils organisent des filières qui parfois exigent des moyens financiers. La situation va se durcir sur la ligne de démarcation. À partir de juin 1941, les troupes de la Wehrmacht sont mobilisées sur le front russe, où les soldats allemands tombent par dizaines de milliers devant la résistance de l'armée rouge. Sur la ligne, on remplace les soldats partis combattre à l'Est par des douaniers plus efficaces. Dans ses mémoires, André Goupil témoigne de leurs méthodes agressives. Vers le mois de juin 1941, les douaniers furent dotés de chiens, bien entendu des bergers allemands. La seule présence de ces chiens faisait peur, et la surveillance de la ligne, en paraissant accrue, eut pour résultat de faire rester chez eux ceux qui ne se dévouaient que pour tirer profit des passages. Au cours des mois, plus les difficultés devinrent grandes, plus leur nombre diminua. Les douaniers sont tout à fait éprouvés aux techniques de passage clandestin et à tous les subterfuges. Et donc, de ce fait-là, le contrôle sera beaucoup plus étroit sur la ligne de démarcation, avec des patrouilles beaucoup mieux contrôlées, encadrées, et puis une surveillance accrue sur les points de passage, bien sûr. Lorsqu'on va présenter des papiers, lorsqu'on va essayer de faire passer des marchandises, les douaniers seront beaucoup plus vigilants que l'était l'armée allemande. Ce qui m'a traumatisé et qui m'a frappé, et qui est toujours en tête chez moi, c'est qu'une patrouille, une nuit, avait intercepté un passant sur le bord du Cher. Il avait été poursuivi par les Allemands et surtout par son chien. Et son chien l'a rattrapé devant ma chambre. C'était affreux d'entendre ce type dévoré par le chien. Et ça m'a marqué toute la vie. Les douaniers, il faut dire qu'il avait peur, un peu, parce qu'on disait, on laissait passer les gens, mais nous, chefs, voir, et nous, Russie. Et il avait peur, parce qu'il passait un chef en vélo, souvent, qui contrôlait s'ils faisaient bien leur patrouille. Alors, automatiquement, s'il avait vu qu'il laissait passer quelqu'un, automatiquement, il aurait été envoyé sur le front russe. Alors, il faisait leur travail avec la peur. Hein. Les douaniers sont plus vigilants. Les passages deviennent de plus en plus difficiles. Le passeur André Goupil rend compte de ce changement dans ses mémoires. Tous ceux pour qui l'appât du gain faisait surmonter la peur guidaient ceux qui voulaient passer en zone sud. Parmi les passeurs, il y avait ceux qui imposaient un tarif et qui, par exemple, ne passaient pas une lettre si elle n'était pas accompagnée d'un billet de 5 francs. Il y eut ceux, peu nombreux il faut le reconnaître, qui firent payer très cher à des Juifs un passage qu'ils décrivaient difficile et dangereux. La ligne de démarcation va forcément engendrer un commerce. Il y a ceux qui savent passer la ligne et d'autres pas. Certains vont profiter de la détresse des gens pour se faire payer très cher le passage de la ligne de démarcation. Et plus on a peur, et plus on est prêt, et plus on est disposé à donner beaucoup d'argent. Surtout quand on est juif pendant l'été 42. Donc on essaye de payer un passage très rapide de la ligne de démarcation en sûreté. Et parfois, on va avoir des personnes qui pensent que les juifs ont beaucoup d'argent, donc demandent beaucoup d'argent pour faire passer la ligne de démarcation. Dans son récit, André Goupil précise:
Par suite des arrestations et de la crainte qu'elles inspiraient, il y eut encore moins de passeurs. On se rapprocha encore plus de ceux qui avaient décidé de continuer la lutte. Ceux qui souhaitent continuer la lutte, ce sont les résistants. Une activité clandestine qui est encore plus risquée si l'on se trouve sur un autre point de la ligne, tout à l'est de la France, dans le Jura. Ici, la ligne de démarcation longe la zone interdite qui s'étend de l'embouchure de la Somme jusqu'au Rhône. C'est un territoire hermétiquement fermé, qui sert de tampon entre la France et l'Alsace-Moselle, annexée par Hitler. La zone interdite a vocation à appartenir au Reich. C'est-à-dire elle sera allemande. C'est eux qui dirigent. C'est eux. Ils sont en nombre. Ils gouvernent. Ils ont les pouvoirs de la puissance occupante. Dans cette zone, l'occupant peut interner, déporter, exécuter quiconque, sans en référer aux autorités françaises. Cette mainmise des Allemands sur son territoire, Bernard Bouveret ne la supporte pas et a intégré dès 1940 un réseau de résistance. Il habite à Chapelle, un village de 250 habitants. La zone interdite commence juste derrière l'église du village. J'ai vu défiler ici sur la place devant la maison, là j'ai vu défiler toutes les troupes françaises qui se sauvaient devant les Allemands, toutes désorganisées, la débâcle. Et puis 2 jours après, j'ai vu arriver les Allemands bien fringués, du beau matériel, bien disciplinés et tout. Et puis mon père, mon oncle avait fait la guerre de 14 et il pensait qu'il était la dernière, qu'il ne reverrait plus jamais ça. Et 20 ans après, c'est renouvelé. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible d'accepter ça. J'ai dit, il y aura sûrement quelque chose à faire. Le jeune homme n'a pas la tâche facile. Ici, résister, c'est risquer la mort. Nous, ici, on était déjà en zone occupée. Mais en plus de la zone occupée, les Allemands avaient instauré cette zone interdite où on n'avait pas le droit d'aller. Et de nuit, sur ce parti-là, ils tiraient sans sommation. Et j'ai un copain moi, qui habitait à Chauneux, un peu plus loin, là, qui a été tué. En 4 heures du matin, il a pris une balle d'explosif dans le genou et il est mort sur la neige. L'occasion de résister plus activement va se présenter rapidement. Pour ceux qui cherchent à fuir la zone occupée et gagner la Suisse, la zone interdite est un passage obligé. Bernard Bouveret va commencer, dans des conditions parfois très difficiles, surtout en hiver, à faire passer du renseignement. Et petit à petit, des prisonniers évadés, des résistants, des familles juives qui fuient les rafles allemandes. On a passé une fois une famille avec c'était des juifs, là, il était une dizaine. Il y avait des petits gamins qui étaient hauts comme ça, qu'on a passé sur nos épaules. C'était compliqué pour nous parce qu'il fallait éviter de faire pleurer les gamins, il fallait leur parler sans arrêt. Puis quand il y avait il y a souvent des branches, alors il fallait se baisser pour pas que les gamins prennent des branches dans la figure, pour pas qu'ils se mettent à pleurer. Parce que surtout en bordure de forêt, où c'était le plus dangereux, c'était très, très, très difficile avec les gamins. Pour lui, c'est tous les jours un jeu de traque avec les patrouilles allemandes. Un jeu terriblement dangereux. La frontière suisse était particulièrement recherchée, si je puis dire. Et les Allemands, il y avait une densité de surveillance allemande autrement plus importante que sur la simple ligne de démarcation. Les Allemands patrouillaient n'importe quand, on ne pouvait pas se baser sur 1 heure de patrouille. Mais on savait qu'ils patrouillaient le long de la route, en tout cas, puis en bordure de forêt, puisqu'ils avaient tous des bottes en cuir avec un talon ferré, et qui marquait bien dans le sol. Alors ça nous rendait bien service, parce qu'ils marquaient bien leurs pas, alors quand ils avaient passé, on voyait leurs traces. Alors quand on se rendait compte qu'ils avaient trouvé un de nos sentiers, un de nos passages, et bien on changeait quelque temps, on en empruntait un autre. Bernard Bouveret habite dans le café-épicerie du village de Chapelle, au cœur du Jura. Chaque jour, avec son père et quelques amis, il défie l'autorité de l'occupant. Pendant la guerre, j'habitais là. Comme j'allais en Suisse puis que je ramenais souvent du courrier,
la boîte aux lettres était là pour la poste. Il fallait que j'évite de mettre du courrier là. Il fallait que j'en mette le moins possible. Parce que les Allemands qui habitaient, vous voyez, la maison qui est là en bout, c'était la caserne des Allemands. Tous les Allemands étaient là. Ils contrôlaient les courriers et puis tout. Et s'ils avaient trouvé du courrier compromettant au départ de Chapelle, ils avaient au risque de se faire arrêter. Si les Allemands avaient vraiment su le fin fond de l'histoire, on risquait le poteau des exécutions. Hein. Ils en ont fusillé pour moins que ça. Comme tous les passeurs, Bernard Bouvray craint les dénonciations. À Chapelle, seule une poignée de villageois connaissent son action clandestine. Les autres ont la peur au ventre. Beaucoup de gens au village, là, ils acceptaient. Ils acceptaient d'être soumis aux lois allemandes, aux machins. Ils acceptaient tout. Puis nous, on avait du mal d'accepter. Les gens ne nous soutenaient pas, puisqu'il y a un jour, un gars qui m'a attrapé, qui m'a dit « Vous n'avez pas bientôt fini vos conneries parce que vous allez faire griller le pays ». Il nous a semé le doute. Nous, on avait confiance en nous, confiance en ce qu'on faisait. Mais les Allemands étaient quand même toujours les maîtres à ce moment-là. Hein? On ne savait pas s'ils allaient y rester. On n'aurait pas voulu qu'il y ait des représailles à cause de nous. Alors c'était dur de se situer, de penser, de savoir si on faisait bien ou pas, parce qu'il fallait voir la propagande allemande contre les Juifs. C'est ça qui faisait peur. Le rapport de force va pourtant peu à peu s'inverser. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. C'est l'opération Torche. Hitler y voit une menace de débarquement en Provence et ordonne à ses troupes d'envahir la totalité du pays. 3 jours plus tard, toute la France est occupée. Les Allemands franchissent la ligne de démarcation. Pétain n'a évidemment pas été prévenu. Il sera prévenu seulement en fin de nuit. Et ces protestations ne serviront absolument à rien. 5 mois plus tard, le 1er mars 1943, la ligne de démarcation est définitivement supprimée. C'est Hitler qui demande cette suppression parce que la ligne de démarcation ne peut plus être surveillée par les douaniers ni par les soldats allemands. La guerre demande de plus de moyens à Hitler, notamment sur le front russe. Et Pierre Laval, qui est revenu au pouvoir, le président du Conseil, le chef du gouvernement, à grand renfort de propagande, dit aux Français « Regardez, grâce à nos efforts, la ligne de démarcation a été supprimée alors que toute la France est occupée. » Ça paraît totalement incroyable. La politique de collaboration avec l'Allemagne, suivie par M. Pierre Laval depuis l'entrevue de Montoire, a amené un nouveau succès. La ligne de démarcation, établie depuis l'armistice, n'est plus, à partir du 1er mars, un obstacle au voyage même privé, aux coups de téléphone, à l'échange de lettres. Les cartes interzones ne sont plus. Beaucoup de passeurs ne pensaient pas faire de la résistance au moment où ils faisaient passer les gens d'une zone à l'autre. En revanche, certains passeurs, quand la ligne de démarcation a été supprimée officiellement le 1er mars 1943, ont décidé de continuer à faire quelque chose, de continuer à refuser la présence allemande et riposter à cette occupation qu'ils ne supportaient pas au cœur de leur terroir. On va surtout avoir cette vision du résistant qui va saboter des usines, qui va distribuer des tracts dans les villes, etc., qui va travailler dans des mouvements structurés, dans des réseaux structurés. Effectivement, là, on est sur une forme déjà de résistance qui est beaucoup plus éparpillée, beaucoup moins organisée aussi. Et puis, effectivement, on est vraiment là, la plupart d'entre eux, ce sont des ouvriers agricoles, des paysans, des commerçants, des artisans. Donc, on est vraiment dans un tissu qui est propre à celle de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la France profonde, majoritairement rurale. Il est impossible aujourd'hui de connaître le nombre exact des passeurs, mais aussi des victimes de cette résistance presque ordinaire que certains ont payé très cher. Poursuivi par les Allemands, Raymond Toupet, l'homme aux 2000 passages, est abattu le 6 février 1942 par une patrouille, sans doute victime d'une dénonciation.
Le 12 février 1944, André Goupil, le chef de filière, est arrêté chez lui avec sa femme Jeanne et leurs enfants. Ils sont séparés et déportés dans des camps différents. Le destin a voulu qu'ils aient tous survécu. Le 7 avril 1944, Bernard Bouvray, résistant de la première heure, est arrêté par les douaniers sur ordre de la Gestapo. Déporté au camp de Dachau, il sera libéré par les Américains le 29 avril 1945. La ligne de démarcation aura duré à peine plus de 2 ans. Pourtant, la zone sud peinera à rattraper son retard économique. Et les départements traversés par cette frontière intérieure conserveront la mémoire de cette déchirure. Tout comme les Français, victimes de la volonté d'Hitler de couper la France en deux pour mieux la soumettre.